tu fais, mamie? Je m'entraîne pour le marathon. Ah, tu vas faire un marathon? Trop bien! Tu veux le faire avec moi? Bah ouais, carrément, ouais. Bah attends, je vais me préparer. Hop là! Voilà! Je suis prête. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde Game of Thrones ou on se refait les Buffy? C'est quoi cette tenue? Ben, je suis plus confort pour rester longtemps devant la télé. Allez, on se fait quoi? Game of Thrones? Bon, j'y vais. Tant pis, je vais faire le marathon toute seule. Donne-moi des bonbons. Ça y est, je suis rentrée. Salut tout le monde, c'est Lucille, la sériephile. Alors aujourd'hui, je ne m'adresse pas seulement aux passionnés de séries, mais je m'adresse aussi aux sportives et aux sportifs. On va bien sûr parler des JO, on en a pour plusieurs semaines, donc c'est un thème parfait pour pouvoir exploiter tout ça dans la fiction télé. Allez, c'est parti. Bon, t'es peut-être en vacances au bord de la plage à te la couler douce, ou peut-être que tu es en train de suivre passionnément les JO. Alors, je me suis dit qu'on pouvait rassembler toutes les disciplines sportives, chacune ayant une histoire riche et une importance particulière dans la fiction. Ces disciplines, au-delà de leur aspect compétitif, elles sont souvent utilisées pour enrichir les récits, ajouter de la profondeur aux personnages et créer des scènes mémorables dans les séries. Par exemple, l'équitation est un sport noble qui trouve sa place dans de nombreuses séries, notamment celles d'époque et de fantasy. Elle symbolise souvent la liberté, la noblesse et le lien unique entre l'homme et l'animal. Le tir, qu'il soit à l'arc, au pistolet ou au fusil, est un élément clé dans les séries d'action, la science-fiction et le western. Il est souvent utilisé pour démontrer la précision, la concentration et le sang-froid des personnages. Dans les séries de western, le tir est un moyen de survie et de justice. Les arts martiaux et les sports de combat occupent aussi une grande place de choix dans les séries, que ce soit pour les séries de super-héros, d'arts martiaux ou d'action. Ils sont souvent utilisés pour montrer l'entraînement rigoureux et la discipline des personnages, ainsi que leur capacité à surmonter les défis physiques et mentaux. Les combats chorégraphiés ajoutent du dynamisme et de l'excitation, tout en révélant les styles de combat uniques et les philosophies des personnages. On est dans la caractérisation. Ces scènes permettent également d'explorer des thèmes de persévérance, de respect et d'honneur. Idem pour l'escrime. L'athlétisme, avec ses multiples disciplines, représente la compétition sportive. Les courses, les sauts, les lancers, c'est des métaphores de la lutte contre les obstacles, de la quête de l'excellence et de la détermination. Ces scènes inspirent les spectateurs et spectatrices à poursuivre leurs propres rêves et à ne jamais abandonner, peu importe les défis. Et on a également la natation et les sports aquatiques. Ils sont souvent utilisés pour symboliser la purification, le renouveau, le défi. Les scènes sous l'eau ajoutent toujours une dimension visuelle spectaculaire et permettent d'explorer des thèmes de survie, de découverte et de transformation. Mais le mieux c'est que je vous montre encore des exemples de séries, ce sera plus simple. Allez, vous êtes prêts? 3, 2, 1, partez! Donnez-leur du pain et des jeux. Cette maxime de la Rome antique capture l'essence des jeux publics, conçus non seulement pour divertir, mais aussi pour maintenir l'ordre social. Quand on sait qu'on n'a toujours pas de Premier ministre à l'heure où je vous parle, parce qu'il y a JO. Les Jeux Olympiques, originellement célébrés à Olympie en l'honneur de Zeus, incarnent cette tradition de rassemblement et de compétition qui perdure à travers les âges. Et la première série qui me vient à l'esprit pour illustrer ces propos, c'est Those About to Die, la nouvelle série visible sur Prime, originellement de Peacock, une chaîne américaine qui fait beaucoup de bonnes séries, créée par Robert Roda et réalisée par Roland Emmerich. Dans le casting, on retrouve notamment Anthony Hopkins, mais qui a un rôle secondaire, mais aussi Iwan Rheon dans le rôle de Tenax. Iwan qui est notre bon vieux bâtard Ramsay de Game of Thrones, mais qui restera pour moi le Simon de Misfits. Those About to Die est une toute nouvelle série dramatique type péplum, plutôt bien réussie, qui se déroule dans la Rome antique et suit le quotidien des coureurs de chars, des gladiateurs, des politiciens et des citoyens ordinaires à l'aube de la construction du Colisée. À travers des intrigues politiques, des courses, de la corruption, des paris officiels et clandestins, des combats, la série explore les thèmes de survie et de spectacle, mais aussi de quête
quête de pouvoir et d'argent tout autant que la quête de liberté. Cette série résonne profondément avec l'esprit des Jeux Olympiques, en termes de compétition et de spectacle, le tout dans un contexte politique et social particulier. Dans la Rome antique, la société était divisée en plusieurs classes sociales. Les patriciens, qui étaient les membres de l'aristocratie, la classe la plus élevée, les plébéiens, qui constituaient la majorité de la population romaine et pouvaient être de différentes conditions économiques, les esclaves, bien qu'ils ne soient pas une classe sociale en sens traditionnel, les esclaves représentaient une grande partie de la population et occupaient la position la plus basse dans la société romaine. Et enfin, les affranchis, qui étaient des esclaves qui avaient été libérés par leur maître. Bref, c'est plutôt cool d'avoir cette base pour vous plonger dans la série. Mais même sans ces infos, vous pouvez bien sûr kiffer les intrigues et les scènes d'action spectaculaires. Bien que les combats de gladiateurs soient évidemment plus brutaux que les compétitions sportives modernes, ils partagent avec les JO le thème central du dépassement de soi devant un public. De plus, le cadre de la série rappelle les racines antiques des jeux, où sport, politique et spectacle étaient inextricablement liés, mettant en lumière comment les compétitions ont toujours été un miroir de la société. Ce qui me permet d'extrapoler quelque peu avec une version moderne des Jeux de Rome, j'ai nommé Squid Game. Squid Game est la nouvelle série phénomène de Netflix qui va bientôt voir sa deuxième saison dès le 26 décembre de cette année. C'est une série sud-coréenne, donc avec un jeu d'acteurs parfois un peu poussé, soyez prévenus, et elle plonge dans un univers où des participants désespérément endettés acceptent de participer à un tournoi mortel de jeux pour enfants, espérant gagner une somme colossale d'argent. Les jeux, bien que simplistes en apparence, sont mortels et chargés d'enjeux élevés, chaque partie pouvant mener à la mort en cas d'échec. Squid Game revisite donc l'idée de compétition vue dans les Jeux Olympiques, mais avec une tournure macabre et critique, voire satirique de la société moderne, avec ses dynamiques de pouvoir et ses disparités économiques. Tout comme les athlètes olympiques, les participants de Squid Game sont poussés à leurs limites physiques et psychologiques. Cependant, contrairement à l'esprit de camaraderie et de fair play des JO, Squid Game expose un aspect sombre de la compétition, où les enjeux sont littéralement de vie ou de mort. La série met en lumière la pression extrême que peuvent ressentir les compétiteurs et les sacrifices qu'ils sont prêts à faire pour gagner. Contrairement aux dystopies habituelles situées dans des contextes éloignés ou imaginaires, Squid Game se déroule en secret, mais bien dans notre réalité actuelle, ce qui rend le récit plus crédible et d'autant plus perturbant. La série dépeint avec acuité comment le système économique pousse les individus à leurs limites, les forçant à participer à un jeu mortel pour échapper à l'endettement, symbolisant un capitalisme extrême où la vie humaine est monnayée. Elle transforme des jeux d'enfance en terrifiantes épreuves de survie, illustrant la perte tragique de l'innocence face aux impitoyables réalités du monde adulte. Et puis dans Squid Game, les participants sont manipulés, tels des pions dans un jeu orchestré par une élite cachée, représentant sûrement le 1%. Les surveillants, bien qu'apparaissant comme des autorités avec leurs masques distinctifs portant des symboles hiérarchiques, ils sont eux-mêmes des instruments contrôlés, illustrant une structure de pouvoir où même ceux qui exécutent les règles sont sous emprise. La série critique le spectacle macabre de ces jeux, comme une métaphore des médias sociaux et de la télévision actuelle, où tels les Jeux de Rome, la souffrance et la compétition extrême sont consommés pour le divertissement du public. Dans le même genre, je vous conseille la série The 8 Show, également sur Netflix. Enfin, à travers son cadre brutal, Squid Game explore les réactions humaines sous pression extrême, révélant un spectre de comportement allant de l'altruisme à la trahison, interrogeant la moralité individuelle dans des circonstances désespérées. Là où au contraire, les JO célèbrent l'esprit de compétition dans un cadre de respect mutuel et de solidarité internationale, mettant en lumière les valeurs de courage, de persévérance, mais aussi d'unité. D'ailleurs, malgré le chaos autour de lui, le personnage principal, Candide, de Squid Game, garde ses valeurs altruistes, illustrant la possibilité de maintenir son intégrité même dans les situations les plus extrêmes. Et s'il y a bien quelque chose qui incarne la coopération et la camaraderie, ce sont les jeux d'équipe. Ils mettent à l'épreuve la solidarité et l'esprit de groupe, essentiels pour surmonter les défis et atteindre des objectifs communs. Et quelle meilleure série pour parler de tout cela que Ted Lasso ? Ted Lasso est une série de 2020 diffusée sur Apple TV+, avec notamment Jason Sudeikis et Anna Waddingham de Game of Thrones. Ted Lasso, c'est le nom du personnage principal. Il est entraîneur de football américain et malgré son manque d'expérience dans le football britannique, que les Américains appellent le soccer, alors que c'est le vrai football, Ted est embauché pour coacher une équipe en Angleterre. Avec son optimisme infatigable et ses méthodes non conventionnelles, Ted tente non seulement de remporter des matchs, mais aussi de gagner le cœur de ses joueurs et supporters, transformant l'environnement de l'équipe au passage.
Ted Lasso illustre des jeux d'équipe à travers le prisme du football, mettant en avant les valeurs olympiques de coopération, de respect mutuel et de persévérance. La série met en scène comment un leader positif peut influencer toute une équipe, soulignant l'importance de la camaraderie et de l'esprit d'équipe, essentiel tant sur le terrain que dans les arènes olympiques. Ted, avec son approche centrée sur le caractère et l'intégrité, rappelle que le succès d'une équipe repose souvent sur sa capacité à s'unir et à travailler ensemble vers un but commun. Ted est donc l'entraîneur principal, il est américain, son parcours dans la série montre son adaptation à un nouveau pays et un sport qu'il connaît à peine, tout en gérant les défis personnels, y compris le mal du pays et ses problèmes familiaux. Son approche non conventionnelle et son empathie l'aident à transformer l'équipe et à influencer positivement tous ceux qui l'entourent. Notamment la présidente du club, Rebecca. Elle commence la série avec l'intention de saboter l'équipe pour se venger de son ex-mari infidèle. Oui, c'était lui avant, le propriétaire du club, interprété par notre Rupert Chase de Buffy. Toutefois, au fil des épisodes, son attitude change grâce à l'influence de Ted et à ses propres réflexions sur ce qu'elle veut vraiment, ce qui l'amène à devenir une leader véritablement inspirante et bienveillante. On a également Roy Kent, l'ancien joueur vedette et figure emblématique du club, d'abord réticent à accepter les méthodes de Ted, mais cependant son parcours évolue vers celui d'un leader d'équipe réfléchi. Brett Goldstein, qui interprète Roy, est aussi l'un des scénaristes de la série, et il a contribué à la profondeur du personnage et de son développement. Bref, Ted Lasso c'est trop cool, et en plus qu'on aime le foot ou pas, peu importe parce que des matchs on n'en voit quasiment pas. De toute façon, les sports d'équipe, on les retrouve dans quasi toutes les séries avec des ados, car il y a toujours les athlètes du lycée, en général c'est le beau gosse, et leurs cheerleaders, évidemment. Par exemple, Elite, One Tree Hill, Les Frères Scott ou Glee, I Break High, Sex Education. Toutes ces séries montrent à un moment donné un sport au lycée. Et si vous voulez être sûr de trouver votre sport préféré dans une série, eh bien je vous conseille les animés. Vous trouverez forcément votre bonheur. De nos dessins animés d'enfance comme Cynthia ou Le rythme de la vie, Olive et Tom, Jeanne et Serge, Je sais tes matchs, ou ceux d'aujourd'hui, on a même du golf avec Rising Impact ou Birdie Wing, c'est la même chose mais en mini-jupe. Tsurune sur le tir à l'arc dit Kyudo. Major pour le baseball, Free pour la natation. C'est toujours la même structure, les mêmes schémas, mais ça marche. Les dessins animés offrent une vision unique et exagérée du sport, où les impossibilités deviennent réalité, comme les terrains de football interminables dans Olive et Tom. Cette liberté créative enrichit notre expérience en défiant notre perception du possible. De manière similaire, l'univers aquatique, dans les séries, capture une dimension particulière. Il y a beaucoup de disciplines aquatiques, et chacune offre ses propres défis et esthétiques. D'abord la plus basique, la natation. Illustrons avec Alerte à Malibu, qui est quand même la série où on nage le plus, où on court le plus aussi. Mais seulement au ralenti. Un peu comme Super Jamie et l'homme qui valait 3 milliards. Alerte à Malibu, c'est une série mythique qu'on a eue entre 1989 et 2001, avec notamment David Hasselhoff, Pamela Anderson, Yasmine Bleeth, etc., etc. C'est une série dramatique, enfin un peu, et surtout d'action, centrée sur les sauveteurs de la plage de Malibu en Californie. La série suit Mitch Buchanan, interprété par David Hasselhoff, et son équipe alors qu'ils effectuent des sauvetages périlleux, gèrent des situations de crise sur la plage entre leurs drames perso et romantiques. La natation offre des séquences visuelles captivantes. L'eau, avec ses reflets et ses mouvements fluides, permet des scènes esthétiquement riches qui peuvent être magnifiquement filmées, offrant ainsi une expérience immersive pour les spectateurs. L'eau est souvent utilisée comme un symbole de renaissance, de purification ou de confrontation avec l'inconscient. Dans les séries, les scènes de natation peuvent symboliser un moment de transformation pour les personnages, où ils nagent à travers leurs problèmes ou défis personnels. Bien que la natation soit principalement un sport individuel, elle se pratique souvent en équipe, notamment dans les relais. Ça peut servir à explorer des thèmes de solidarité et de compétition, où les personnages doivent trouver un équilibre entre leurs ambitions personnelles et les objectifs du groupe. Et ça commence dans les vestiaires. Allez, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un format court. Vestiaire, donc, c'est une série format court qui existe depuis 2011, créée par Fabrice Chanu. C'est une série comique qui suit le quotidien de membres d'une équipe de natation paralympique. Ouais, parce qu'il faut pas oublier que les Jeux paralympiques, c'est bientôt. Ces athlètes aussi ont besoin de leurs supporters. Et donc, les protagonistes de Vestiaire partagent leurs expériences, défis et victoires à la piscine et dans la vie de tous les jours, traitant des sujets sérieux avec humour et légèreté. La série explore les thèmes de l'acceptation, de l'inclusion et du dépassement de soi, offrant des perspectives enrichissantes sur le handicap sans jamais tomber dans la pitié ou le pathos. Ouais, ce serait dommage. D'autres questions ? Pourquoi est-ce que c'est Olivier qui fait Joseph et pas moi? C'était quoi le métier de Joseph ? Charpentier? Lève les bras.
Dans Vestiaire, la natation est bien plus qu'un simple cadre sportif. Elle sert de toile de fond pour explorer les interactions sociales et les défis personnels des personnages. Chaque épisode met en lumière non seulement les compétences sportives des nageurs, mais aussi leur esprit d'équipe et leur résilience. Elle démontre comment le sport peut être un vecteur d'émancipation et un espace de réalisation personnelle. Et il n'y a pas que dans l'eau qu'on peut concourir, dessus aussi, avec le surf, le canoë et l'aviron. Et l'aviron est une discipline souvent vue dans des séries comme par exemple House of Cards, dans laquelle Frank Underwood le pratique pour gérer son stress. Mais j'ai envie de vous parler de mon coup de cœur de 2023, Lessons in Chemistry. C'est une mini-série créée par Susanna Grant et basée sur le roman de Bonnie Garmus, qui est elle aussi rameuse. Visible sur Apple TV+, elle a comme casting principal Brie Larson, notre Captain Marvel, oscarisée dans Room, et Lewis Pullman, qui est également dans la série Outer Range, aussi un de mes gros coups de cœur, mais je vous en parlerai dans une prochaine chronique. Lessons in Chemistry suit l'histoire d'Elizabeth Zott, un personnage fictif, une chimiste dans les années 60 qui, malgré les préjugés sexistes de l'époque, aspire à faire reconnaître son intelligence et son talent dans un domaine dominé par les hommes. Après avoir été renvoyée de son laboratoire pour des raisons discriminatoires, elle se retrouve à animer une émission de cuisine à la télévision. Lessons in Chemistry, c'est une série qui m'a particulièrement touchée pour plusieurs raisons. Elle mélange des thèmes de résilience, d'amour, de combat social et personnel, avec une narration intelligente et émotionnellement chargée. Au cœur de la série se trouve donc Elizabeth Zott, une chimiste absolument brillante, bien au-dessus du niveau de ses collègues, tous masculins, mais socialement introvertie. Elle présente même des traits autistiques, notamment à travers ses intérêts restreints et spécifiques, la chimie et la cuisine, sa rigidité mentale et ses difficultés sociales persistantes. Elle a en plus subi un trauma qui renforce probablement son besoin de contrôle. Elle rencontre Calvin Evans, un collègue surdoué et chouchou de la boîte parce qu'il chope tous les financements, et ils vont vivre une magnifique histoire d'amour. Leur relation à la fois collègue et complice est dépeinte avec une tendresse et une complexité qui rendent leur connexion profondément authentique. Il se trouve que Calvin est passionné par l'aviron. Et il introduit Elizabeth à ce sport qui devient pour elle bien plus qu'une activité physique. Je fais toujours attention à ne pas vous spoiler, donc je ne peux pas aller plus loin sur ce point, mais l'aviron, avec sa rythmique et sa demande de concentration, sert de métaphore à leur parcours ensemble, symbolisant les hauts et les bas de leur relation et de leurs aspirations professionnelles. Elizabeth trouve dans l'aviron une échappatoire et un moyen de canaliser son énergie et sa frustration, ce qui enrichit son développement personnel et renforce son indépendance ainsi que son lien avec Calvin. Parallèlement, bien qu'Elizabeth soit une brillante chimiste, elle se retrouve à animer un show télé sur la cuisine. À l'époque, c'était THE rendez-vous des ménagères. Elle prenait note et préparait le dîner de la famille avant que papa ne rentre du travail. Ne correspondant pas du tout à cet archétype, Elizabeth transforme son émission en un vecteur d'émancipation des femmes. Ce personnage est une véritable battante, une super-héroïne moderne, surpassant même Captain Marvel à mes yeux. Elle commence par se battre pour elle-même, mais étend rapidement son combat à celui des autres femmes et même aux personnes de couleur. La série explore des thèmes puissants comme la transmission, tant à l'écran qu'envers son propre enfant, l'acceptation de soi et des autres. Elle excelle par sa capacité à traiter des sujets lourds avec nuance et profondeur, tout en offrant des moments de légèreté et d'humanité. C'est une ode à la persévérance, à l'amour et au pouvoir de la science comme moyen de transformation sociale, faisant d'Elizabeth un symbole d'espoir et de défi face à un monde souvent réfractaire au changement. Avec seulement 8 épisodes, c'est un petit bijou magnifiquement interprété et réalisé avec une photographie remarquable. Si vous n'avez pas compris, je vous la recommande vivement. Sinon, dans un autre style, on a la voile, qui est mise en valeur aussi dans les JO. Et si vous aimez les bateaux à voile, j'ai une série pour vous, Black Sails. Black Sails est une série dramatique d'aventure qui sert de préquel à l'œuvre classique de Robert Louis Stevenson, L'île au trésor. Diffusée entre 2014 et 2017, elle se situe durant l'âge d'or de la piraterie au début du XVIIIe siècle, en suivant les aventures du capitaine Flint, l'un des pirates les plus redoutés et respectés de son temps. Flint et son équipage luttent pour la survie de New Providence, un paradis de débauche et de criminalité. Au fil des saisons, la série explore les alliances complexes, les stratégies de survie et les trahisons dans le monde brutal des pirates, tout en développant les origines de personnages emblématiques comme John Silver et Captain Flint. Black Sails se distingue par sa richesse narrative et sa profondeur historique, explorant les réalités politiques et sociales de l'époque à travers des personnages complexes et des enjeux moraux. La série aborde des thèmes de pouvoir, de liberté, de trahison, tout en offrant une représentation visuellement spectaculaire des batailles navales et des stratégies maritimes.
Elle mélange habilement action, intrigue politique et développement de personnages, le tout soutenu par des performances fortes et une production de haute qualité. Elle est souvent louée pour son approche mature et réfléchie de la piraterie, éloignée des stéréotypes habituels, ce qui en fait une série captivante et engageante pour un public adulte. Et si vous voulez une version un petit peu moins adulte, je vous conseille One Piece, évidemment. Soit vous partez sur l'original, c'est-à-dire l'animé, ou carrément le manga, si vous voulez lire, soit vous vous attelez à la nouvelle version live de Netflix, qui est plutôt sympa. Et c'est une adaptation live-action du célèbre manga et animé japonais créé par Eiichiro Oda, l'un des mangas les plus populaires et vénérés au monde. La série suit les aventures de Monkey D. Luffy et de son équipage hétéroclite dans leur quête pour trouver le légendaire trésor appelé One Piece. La série a eu un accueil plutôt chaleureux par les fans. Moi j'ai trouvé que le casting était bien choisi, les personnages sont attachants, ils collent bien l'esprit du manga. Côté photo c'est très saturé et lisse, ce qui peut parfois faire un peu cheap selon moi, et je trouve que ça jure un peu. Mais comme la réal est aussi très cartoonesque, on reste clairement dans le thème, donc c'est un parti pris. C'est une adaptation plutôt honnête et c'est très très fun. Et dans les séries de pirates, il n'y a pas que la navigation à voile qui attire l'attention. Les combats à l'épée sont également impressionnants, dignes des athlètes olympiques. Que ce soit à l'épée, à main nue ou au tir, ces affrontements rappellent les disciplines des Jeux olympiques. Ces combats sont non seulement des moments clés de l'action, mais ils sont aussi essentiels pour le développement de l'histoire, ajoutant de la tension et de l'adrénaline à l'intrigue. Prenons le tir, un élément essentiel, à la fois dans les séries d'action et aux Jeux olympiques, où la précision et la concentration sont primordiales. Il y a le tir à l'arc. Prenons Arrow. Diffusée entre 2012 et 2020, c'est une série de super-héros visible sur Netflix dans laquelle Oliver Queen, un milliardaire playboy, comme Batman, revient dans sa ville natale après avoir été présumé mort, comme Batman, pendant 5 ans, utilisant ses compétences, au lieu de son argent, comme Batman, en tir à l'arc, acquise sur une île déserte, il devient le justicier masqué connu sous le nom de Batman, non je déconne, allez j'arrête, Green Arrow, pour combattre le crime et la corruption à Star City. Oliver choisit l'arc comme arme principale en raison de son efficacité silencieuse. Sur l'île déserte, il a dû apprendre à survivre avec des ressources limitées, ce qui l'a obligé à développer des compétences ingénieuses et pratiques. L'arc convient parfaitement à un justicier opérant dans l'ombre. Cette utilisation met en avant non seulement sa dextérité, mais aussi sa capacité à planifier et exécuter ses missions avec discrétion. C'est idéal pour les opérations furtives. Sa maîtrise de l'arc représente les valeurs de discipline et de concentration que l'on retrouve chez les athlètes olympiques. Idem pour sa cousine, l'arbalète, connue pour être l'arme de prédilection de Daryl Dixon de The Walking Dead. Et son spin-off à Paris, Emily in Paris. Je taquine aujourd'hui. The Walking Dead, Daryl Dixon. Ouais, ils sont pas trop foulés avec les titres. The Walking Dead se passe dans un monde post-apocalyptique ravagé par une épidémie de zombies. Un groupe de survivants dirigé par l'ancien shérif adjoint Rick Grimes lutte pour survivre face aux morts-vivants et aux autres groupes humains souvent hostiles. Daryl Dixon, un des membres les plus compétents et charismatiques du groupe, se distingue par son habileté avec l'arbalète. Une arme qui, à l'instar de l'arc, nécessite précision et discrétion. Dans l'univers hostile de The Walking Dead, l'arbalète est idéale pour la chasse et le combat contre les zombies, car elle est silencieuse et réutilisable, ce qui est crucial dans un monde où les ressources sont rares. Son utilisation de l'arbalète est un hommage moderne à Guillaume Tell, un héros légendaire de la Suisse, connu pour sa maîtrise de cette arme. Évidemment, l'homme moderne s'est adapté, avec les armes à feu. On a donc le tir avec les pistolets au JO. Les pistolets occupent une place de choix dans l'univers des séries, surtout américaines évidemment, puisqu'il est dans leur droit constitutionnel de détenir des armes personnelles. Les duels au pistolet, souvent perçus comme des symboles de pouvoir, de justice personnelle et d'honneur, ont perduré jusqu'au 19e siècle. Ils étaient courants aux États-Unis, mais aussi en Europe, où les hommes réglaient leurs différends par des confrontations armées, considérées comme des épreuves d'honneur. Ce concept s'est ensuite propagé à travers la culture populaire, particulièrement dans les westerns, où les duels de cow-boys au milieu de la rue sont devenus des scènes emblématiques. Des séries comme Deadwood ou Westworld capturent l'esprit du Far West avec leurs duels et l'ambiance des saloons. Dans le cadre moderne des séries policières et d'action, les pistolets sont omniprésents, éléments centraux dans les récits de criminalité et de justice. Par exemple, 24 heures chrono. Cette série, diffusée entre 2001 et 2010, avec une autre version en 2014, c'était un phénomène à l'époque. On n'avait encore jamais eu ça. Elle suit les aventures de Jack Bauer, un agent de la cellule antiterroriste de Los Angeles, sur des périodes de 24 heures, par saison, où chaque heure représente un épisode.
vous souvenez de cette époque où les saisons avaient entre 22 et 24 épisodes ? Dans 24 heures chrono, le pistolet est un outil essentiel pour Jack Bauer, incarnant la rapidité et la précision requises dans les situations de vie ou de mort. La série illustre comment le pistolet est non seulement une arme, mais aussi un élément clé de la stratégie et de la survie dans un monde chaotique de l'action et de la lutte contre le crime. Les tireurs olympiques sont beaucoup plus chill que dans les séries d'action. Et on en a 2 qui se sont carrément démarqués cette année, notamment le turc Yusuf Dikeç, avec sa dégaine à la cool, main dans la poche, et la sud-coréenne Kim Ye-jae, avec son style cyberpunk tout droit sorti d'un manga futuriste. Mais est-ce assez pour atteindre le niveau de coolitude de notre héros d'enfance, j'ai nommé Nicky Larson ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dans les séries d'action, les combats à main nue et les arts martiaux sont aussi impressionnants que les disciplines olympiques. Que ce soit le judo, la boxe ou le karaté, ces combats offrent des scènes mémorables et captivantes, illustrant la maîtrise et la force des personnages. Tout comme l'athlétisme, avec leur endurance, leur faculté à lancer des trucs vachement loin, ou à sauter très haut ou très loin, des fois très haut très loin. Toutes les cascades et scènes de combat reflètent la dextérité de nos athlètes. Regardez Cobra Kai. Vous connaissez Cobra Kai ? C'est bien Cobra Kai. C'est marrant. Ouais, c'est marrant. Alors oui, c'est du karaté dans Cobra Kai. Et en dehors de son coup d'essai au JO de Tokyo, le karaté n'a pas été renouvelé cette année. Parce qu'il y a eu le breakdance. Et ben si vous avez aimé le breakdance, vous allez sûrement aimer Cobra Kai. Parce que c'est le même genre de choré. On se marre bien. C'est une série qui existe depuis 2018 et qui est diffusée sur Netflix. Et c'est une suite directe des films Karate Kid. Elle suit les vies des rivaux de longue date Daniel LaRusso et Johnny Lawrence, qui rouvrent leurs propres dojos respectifs, ravivant d'anciennes rivalités et forgeant de nouvelles générations de karatékas. C'est marrant, ça se prend pas au sérieux du tout, faut vraiment le regarder avec second degré, c'est bien cool. Bref, bien que le karaté ait fait une apparition au JO en 2020, la série démontre son influence culturelle et son importance dans l'entraînement de la discipline et de la maîtrise de soi. Elle met en scène des combats qui sont à la fois des démonstrations techniques et de moments d'évolution personnelle pour les personnages. Même si les chorégraphies, elles sont un peu en carton, mais franchement, c'est marrant. You're gonna be my karate teacher? No. I'm gonna be your sensei. No matter what life throws at you, you gotta stay on your feet. Et il y a également la boxe au JO. Dans la série Ray Donovan, diffusée entre 2013 et 2020, Ray Donovan est un fixeur professionnel pour un cabinet d'avocats puissant de Los Angeles, spécialisé dans la résolution des problèmes de célébrité. Il doit jongler entre son travail exigeant et ses relations familiales complexes. Ray, c'est un ancien boxeur qui utilise souvent la boxe comme exutoire pour gérer son stress et sa colère. Et la famille Donovan possède et gère un club de boxe à Boston. Ce club, c'est une affaire de famille, souvent au centre des intrigues et des relations complexes entre Ray et ses frères. Le club sert de toile de fond à de nombreux événements de la série et représente également un lien fort avec leur père et joue un rôle important dans les souvenirs et les interactions familiales. Une autre série que j'adore qui parle de boxe, c'est Daredevil, série originale Netflix. Elle suit Matt Murdock, avocat le jour, se transformant en justicier masqué la nuit. Comme Batman! Ah, je déconne. Déjà, il est pas milliardaire, Matt, et en plus, il est aveugle. Ouais, il combat le crime dans les rues de Hell's Kitchen, à New York, en utilisant ses sens surdéveloppés pour compenser sa cécité. Matt ferait un super athlète pour les Paralympiques. La boxe est un élément clé de l'entraînement de Matt Murdock. Il est influencé par son père, lui-même boxeur pro, même s'il a eu un destin tragique, déclencheur du parcours de Matt Murdock. Un peu comme Batman. Cette chronique contient un peu trop de blagues de répétition. Ses compétences de boxeur façonnent son style de combat en tant que Daredevil. Daredevil, en gros, ça veut dire casse-cou, avec un OU. Il y a la notion d'audace dedans. Il se bat avec agilité et puissance. Et après avoir exploré la maîtrise de soi dans les sports olympiques, on va terminer sur une discipline où le contrôle s'exerce d'une toute autre manière. Je parle de l'équitation. Cette discipline ne se limite pas à la maîtrise de ses propres mouvements, mais englobe également une harmonie et une compréhension profonde avec un partenaire vivant d'une autre espèce que soi. Prenons par exemple l'épisode pilote de The Walking Dead. Un épisode pilote, c'est le tout premier épisode d'une série qui va donner envie ou non aux diffuseurs de l'acheter pour produire tout le reste de la saison. Et bien dans cet épisode pilote, on a cette fameuse scène mythique où Rick remonte l'autoroute délabrée à cheval. Plan tellement iconique qu'il a été transformé en affiche de la première saison.
Les chevaux jouent un rôle crucial dans la survie des personnages dans les mondes post-apocalyptiques. Comme dans The Last of Us, là aussi, la fin de l'ère moderne est explorée à travers des paysages désolés, souvent traversés à cheval. Ces séries illustrent comment, même dans les scénarios les plus sombres, la relation entre l'homme et l'animal persiste et peut devenir une lueur d'espoir. Je vais parler très bientôt de ces 2 séries dans ma prochaine chronique, alors n'oublie pas de t'abonner si tu veux pas la manquer. On plongera en détail dans l'univers des séries post-apo, j'adore ce genre, alors j'ai plein de trucs à te dire dessus. Sinon, dans un registre différent, l'heroic fantasy nous offre aussi des exemples fascinants de liens entre les personnages et leurs montures. Prenons The Witcher. Geralt partage une connexion presque fraternelle avec son cheval. Cette relation est brièvement illustrée mais demeure centrale pour comprendre la solitude du personnage principal et son attachement aux quelques constantes de sa vie errante. Cependant, je trouve que c'est dans House of the Dragon que nous voyons une exploration approfondie et complexe des relations entre humains et créatures mythiques. Oui, bon, les dragons, c'est juste des gros poneys. Non, en vrai, les dragons, c'est une parabole pour les armes de destruction massive. Mais ce sont aussi des créatures levées au rang de divinité. Les Targaryens et leurs dragons partagent un lien transcendant, qui ne se limite pas à la monture et à ses cavaliers ou cavalières. Il s'agit d'une symbiose profonde, qui reflète la puissance, l'identité et le destin dynastique de la maison Targaryen. Cette relation illustre la complexité des rapports entre les humains et des créatures qui sont à la fois des armes de guerre, des dieux et des membres de la famille. Un peu comme Chewie. Ouais, les dragons en fait c'est juste des chats. Et pour ce qui est des séries d'époque, telles que Bridgerton par exemple, on offre aussi un aperçu de l'utilisation du cheval, principalement comme simple moyen de locomotion, mais aussi sous un angle de statut social, voire même de romantisme, où les chevaux servent souvent de toile de fond pour des rencontres amoureuses. C'est également le cas dans My Lady Jane. My Lady Jane, c'est la toute dernière série sur Prime, et c'est une comédie. Toutes les petites filles rêvent d'être reines, mais pas Jane. Lady Jane Grey, la petite futée de la famille Tudor, à la langue acerbe et au cœur grand, elle aime les livres et les herbes. Elle déteste qu'on lui dise ce qu'elle doit faire et les conventions sociales. Mais elle se voit déjà contrainte de se marier à un certain Guilford. Et en plus, elle se retrouve couronnée reine du jour au lendemain, devenant la cible de malfaiteurs qui veulent son trône et sa tête. Mais contrairement au destin funeste qui fut le sien dans la réalité, la série change le cours de l'histoire et décide de sauver la fameuse reine des 9 jours. My Lady Jane est donc une uchronie, un récit d'événements fictifs à partir d'un point de départ historique, raconté par une voix off masculine, renforçant la notion de conte, avec une bande originale moderne pour accentuer la fantaisie. La série s'appuie sur un livre publié en 2016 et coécrit par 3 autrices, Cynthia Hand, Brodie Ashton et Jodie Meadows. Et c'est mignon. C'est osé aussi. Bah, franchement, je m'attendais à rien quand j'ai commencé à regarder, limite j'étais en train de travailler à côté. Et au final, j'ai tout bingé. Déjà c'est rigolo, une photo un peu trop TV à mon goût, même si elle est soignée, mais beaucoup d'humour et de légèreté avec un côté décalé typiquement british. Ça j'adore. Et les 2 acteurs principaux nous happent dans leurs aventures grâce à leur charisme et surtout leur alchimie qui transperce l'écran. Le fameux Will they, won't they? Of course they will. Ça marche du tonnerre. Ouais, le will they, won't they, ça veut dire en gros est-ce qu'ils vont le faire, est-ce qu'ils vont pas le faire. Bien sûr, ils vont le faire, c'est normal, c'est le cœur de la série. Mais ça marche. Les personnages secondaires eux aussi, ils sont attachants, déjantés. Les antagonistes sont géniaux. On retrouve notamment notre preacher préféré Dominic Cooper. Et la série a pris un petit parti bonus de genre. Alors, on le sait dès le premier épisode, mais si vraiment tu veux pas être spoilé sur ce petit truc, bouge-toi les oreilles pendant 10 secondes. Ça y est? T'as les oreilles bouchées? Là, t'entends là? Là, ok. Alors, c'est une série aussi fantastique. Il y a des métamorphes qui sont les Étians. Les Étians en français, ils disent Étiens en anglais. Les Étians. Voilà, c'est fini, tu peux te déboucher les oreilles. Donc, il y a le peuple des Étians qui sont rejetés par le pouvoir. Ils représentent à la fois les protestants de l'époque, oui, parce qu'il y avait la guerre entre les catholiques et les protestants. Les protestants, pas les gilets jaunes. Et ils incarnent surtout la quête complexe de l'identité personnelle contre le masque social imposé. Oui, en gros, ça représente tous les gens qui sont pas dans la norme. Cette recherche reflète les luttes internes des personnages qui naviguent à travers un monde où les apparences peuvent être trompeuses. Parallèlement, la bataille de Jane contre les restrictions de son environnement aristocratique met en lumière le conflit entre la liberté individuelle et le contrôle sociétal. Et pour en revenir à l'équitation de nos JO, dans My Lady Jane, le cheval n'est pas un simple figurant ou un symbole de statut.
Il est essentiel à la narration et possède une signification qui dépasse son rôle apparent. La série explore comment ce cheval peut être le miroir des secrets et des traits cachés de son maître, enrichissant la compréhension des dynamiques de pouvoir et de loyauté au sein de l'intrigue. Bref, la série est une comédie romantique sulfureuse. Sulfureuse, ça veut dire qu'il y a du sesque. Mais elle tisse également un riche tapis narratif sur les thèmes de l'identité, de la transformation, de la liberté et du contrôle. Tout en nous divertissant, elle invite également à une réflexion sur les dynamiques de pouvoir et l'émancipation à travers les âges, tout en offrant une aventure pleine de suspense, de drame et d'humour. Alors que les Jeux Olympiques de Paris se terminent, il est frappant de voir comment les émotions et les thèmes des séries télévisées résonnent également dans ces événements sportifs mondiaux. Les JO, comme nos séries préférées, offrent un spectacle inspirant qui célèbre l'union, le dépassement de soi et le courage face aux défis. Ces 15 jours ont été remplis de moments palpitants, émouvants, d'histoires de triomphe personnels, de déception, qui rappellent les récits dramatiques de la fiction. L'intensité et la passion observées lors des Jeux reflètent les mêmes qualités que nous admirons dans nos séries, illustrant notre besoin d'histoire qui inspire et célèbre les capacités humaines exceptionnelles. Avec les Jeux paralympiques qui commencent le 28, c'est justement l'occasion parfaite pour continuer à encourager et célébrer ces athlètes incroyables. Ne manquez pas l'opportunité d'assister à ces performances qui promettent d'être aussi émouvantes et inspirantes. Et en plus, les places sont moins chères. Je fais un peu d'ASMR pour vous donner envie d'aller voir les Jeux paralympiques pour encourager les athlètes lors des Jeux de Paris 2024. Allez-y. Je sais pas comment on fait. Voilà, c'était les disciplines olympiques qui pouvaient apporter une profondeur et une dynamique dans les séries. Alors toi, quelle est la discipline olympique que tu préfères? Quel est le sportif ou la sportive que tu vénères? Et quelle est la série qui pour toi représente le mieux les Jeux Olympiques? Bon, bien sûr, j'ai pas pu tout mettre tous les exemples, il y en a toujours trop, mais si tu veux, tu peux compléter la liste en commentaire, n'hésite pas. Et si t'as aimé cette vidéo, bien sûr, tu peux m'encourager parce que c'est une nouvelle chaîne que j'ai là. N'hésite pas à la partager autour de toi parce que c'est ça qui va pouvoir m'aider. Tu peux également me retrouver sur TikTok et sur Insta. Je suis rentrée et j'y fais aussi des petites vidéos que je ne mets pas forcément sur YouTube. Surtout, n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Et n'oublie pas non plus qu'il faut, pour être en bonne santé, pratiquer une activité physique régulière et manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Allez, je te souhaite de passer un bon été où que tu sois. Bon courage si tu travailles et on se dit à bientôt avec une prochaine chronique sur les séries. Salut!